Chapitre 7 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Monsieur Lenormand succombe. Section 1. À 6 heures du soir, Monsieur Lenormand rentrait dans son cabinet de la préfecture de police. Tout de suite, il demanda à Dieuzy. « Ton bonhomme est là ? » ?»« Oui. »« Où en es-tu avec lui ? » ?»« Pas bien loin. Il ne souffle pas mot. Je lui ai dit que d'après une nouvelle ordonnance, les étrangers étaient tenus à une déclaration de séjour à la préfecture, et je l'ai conduit ici, dans le bureau de votre secrétaire. Je vais l'interroger. Mais à ce moment, un garçon survint. C'est une dame, chef, qui demande à vous parler tout de suite. Sa carte, voici. Madame Kieselbach, fais entrer. Lui-même, il alla au-devant de la jeune femme et la pria de s'asseoir. Elle avait toujours son même regard désolé, sa mine maladive, et cet air d'extrême lassitude où se révélait la détresse de sa vie. Elle tendit le numéro du journal, en désignant à l'endroit de la petite correspondance la ligne où il était question du sieur Steinweg. « Le père Steinweg était un ami de mon mari, dit-elle, et je ne doute pas qu'il ne sache beaucoup de choses. »« Dieuzy, fit le Normand, amène la personne qui attend. Votre visite, madame, n'aura pas été inutile. Je vous prie seulement, quand cette personne entrera, de ne pas dire un mot. » La porte s'ouvrit, un homme apparut. Un vieillard à collier de barbe blanche, à figure striée de rides profondes, pauvrement vêtu, l'air traqué de ces misérables qui roulent à travers le monde en quête de la pitance quotidienne. Il resta sur le seuil, les paupières clignotantes, regarda Monsieur Lenormand, sembla gêné par le silence qui l'accueillait, et tourna son chapeau entre ses mains avec embarras. Mais, soudain, il parut stupéfait, ses yeux s'agrandirent et il bégaya. « Madame Kieselbach !» Il avait vu la jeune femme. Et, rassénéré, souriant, sans plus de timidité, il s'approcha d'elle avec un mauvais accent. « Ah, je suis content, enfin, je croyais bien que jamais. J'étais étonné. Pas de nouvelles là-bas, pas de télégramme. Et comment va ce bon Rudolf Kieselbach ?» La jeune femme eut un geste de recul, comme frappée en plein visage, et, d'un coup, elle tomba sur une chaise et se mit à sangloter. « Quoi ? Eh bien, quoi ? » fit Steinweg. Monsieur Lenormand s'interposa aussitôt. « Je vois, monsieur, que vous ignorez certains événements qui ont eu lieu récemment. Il y a donc longtemps que vous êtes en voyage ? » ?»« Oui, 3 mois. J'étais remonté jusqu'aux mines. Ensuite, je suis revenu à Capton, d'où j'ai écrit à Rudolf. Mais en route, j'ai accepté du travail à Port-Saïd. Rudolf a reçu ma lettre, je suppose. Il est absent. Je vous expliquerai les raisons de cette absence. Mais auparavant, il est un point sur lequel nous voudrions quelques renseignements. Il s'agit d'un personnage que vous avez connu et que vous désignez dans vos entretiens avec M. Kieselbach sous le nom de Pierre le Duc. « Pierre le Duc ? Quoi ? Qui vous a dit ?» Le vieillard fut bouleversé. Il balbutia de nouveau. « Qui vous a dit ? Qui vous a révélé ?»« Monsieur Kieselbach. »« Jamais. C'est un secret que je lui ai révélé, et Rudolf garde ses secrets, surtout celui-ci. Cependant, il est indispensable que vous nous répondiez. Nous faisons actuellement sur Pierre le Duc une enquête qui doit aboutir sans retard, et vous seul pouvez nous éclairer, puisque M. Kieselbach n'est plus là. »« Enfin, quoi ? » s'écria Steinweg, paraissant se décider. « Que vous faut-il ? Vous connaissez Pierre le Duc ? » ?»« Je ne l'ai jamais vu, mais depuis longtemps je suis possesseur d'un secret qui le concerne. À la suite d'incidents inutiles à raconter, et grâce à une série de hasards, j'ai fini par acquérir la certitude que celui dont la découverte m'intéressait vivait à Paris dans le désordre et qu'il se faisait appeler Pierre le Duc, ce qui n'est pas son véritable nom. Mais le connaît-il, lui, son véritable nom ? Je le suppose. Et vous ? Moi, je le connais. Eh bien, dites-le nous. Il hésita, puis violemment. Je ne le peux pas, je ne le peux pas. Mais pourquoi ? Je n'en ai pas le droit, tout le secret est là. Or, ce secret, quand je l'ai dévoilé à Rudolf, il y a attaché tant d'importance qu'il m'a donné une grosse somme d'argent pour acheter mon silence, et qu'il m'a promis une vraie fortune, pour le jour où il parviendrait, d'abord à retrouver Pierre le Duc, et ensuite à tirer parti du secret. Il sourit amèrement. La grosse somme d'argent est déjà perdue. Je venais prendre des nouvelles de ma fortune. Monsieur Kieselbach est mort, prononça le chef de la sûreté. Steinweg bondit. Mort ? Est-ce possible ? Non, c'est un piège. Madame Kieselbach, est-il vrai ? Elle baissa la tête. Il sembla écrasé par cette révélation imprévue, et en même temps, elle devait lui être infiniment douloureuse,
car il se mit à pleurer. Mon pauvre Rudolf, je l'avais vu tout petit. Il venait jouer avec moi à Augsbourg, je l'aimais bien. Et invoquant le témoignage de madame Kesselbach. Et lui aussi, n'est-ce pas, madame, il m'aimait bien. Il a dû vous le dire. Son vieux père Steinweg, comme il m'appelait. Monsieur Lenormand s'approcha de lui, et de sa voix la plus nette. Écoutez-moi. Monsieur Kesselbach est mort assassiné. Voyons, soyez calme, les cris sont inutiles. Il est mort assassiné, et toutes les circonstances du crime prouvent que le coupable était au courant de ce fameux projet. Y aurait-il quelque chose dans la nature de ce projet qui vous permettrait de deviner? Steinweg restait interdit. Il balbutia. C'est de ma faute. Si je ne l'avais pas lancé sur cette voie. Madame Kesselbach s'avança suppliante. Vous croyez? Vous avez une idée? Oh, je vous en prie, Steinweg. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas réfléchi, murmura-t-il. Il faudrait que je réfléchisse. Cherchez dans l'entourage de M. Kesselbach, lui dit le Normand. Personne n'a été mêlé à vos conférences à ce moment-là? Lui-même n'a pu se confier à personne? À personne. Cherchez bien. Tous deux, Dolores et M. Lenormand, penchés sur lui, attendaient anxieusement sa réponse. Non, fit-il, je ne vois pas. Cherchez bien, reprit le chef de la sûreté. Le prénom et le nom de l'assassin ont comme initiale un L et un M. Un L? Répéta-t-il. Je ne vois pas. Un L, un M. Oui, les lettres sont en or et marquent le coin d'un étui à cigarette qui appartenait à l'assassin. Un étui à cigarette? Fit Steinweg avec un effort de mémoire. En acier bruni, et l'un des compartiments intérieurs est divisé en deux parties. La plus petite pour le papier à cigarette, l'autre pour le tabac. En deux parties, redisait Steinweg, dont le souvenir semblait réveillé par ce détail. Pourriez-vous me montrer cet objet? Le voici, ou plutôt, en voici une reproduction exacte, dit le Normand en lui donnant un étui à cigarette. Hein? Quoi? Fit Steinweg en prenant l'étui. Il le contemplait d'un œil stupide, l'examinait, le retournait en tous sens, et soudain il poussa un cri, le cri d'un homme que heurte une effroyable idée. Et il resta là, livide, les mains tremblantes, les yeux hagards. Parlez, mais parlez donc, ordonna M. Lenormand. Oh! Fit-il, comme aveuglé de lumière, tout s'explique. Parlez, mais parlez donc. Il les repoussa tous deux, marcha jusqu'aux fenêtres en titubant, puis revint sur ses pas, et se jetant sur le chef de la sûreté. Monsieur, l'assassin de Rudolf, je vais vous le dire. Eh bien, il s'interrompit. Eh bien, firent les autres. Une minute de silence. Dans la grande paix du bureau, entre ces murs qui avaient entendu tant de confessions, tant d'accusations, le nom de l'abominable criminel allait-il résonner? Il semblait à M. Lenormand qu'il était au bord de l'abîme insondable, et qu'une voix montait jusqu'à lui. Quelques secondes encore, et il saurait. Non, murmura Steinweg. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que vous dites? S'écria le chef de la sûreté, furieux. Je dis que je ne peux pas. Mais vous n'avez pas le droit de vous taire. La justice exige. Demain, je parlerai. Demain. Il faut que je réfléchisse. Demain, je vous dirai tout ce que je sais sur Pierre-le-Duc. Tout ce que je suppose à propos de cet étui. Demain, je vous le promets. On sentait en lui cette sorte d'obstination à laquelle se heurtent vainement les efforts les plus énergiques. Monsieur Lenormand céda. Soit, je vous donne jusqu'à demain. Mais je vous avertis que si demain vous ne parlez pas, je serai obligé d'avertir le juge d'instruction. Il sonna, et prenant l'inspecteur Dieuzy à part. Accompagne-le jusqu'à son hôtel et reste-y. Je vais t'envoyer 2 camarades et surtout, ouvre l'œil et le bon. On pourrait essayer de nous le prendre. L'inspecteur emmena Steinweg, et M. Lenormand, revenant vers Mme Kesselbach, que cette scène l'avait violemment émue, s'excusa. Croyez à tous mes regrets, madame. Je comprends à quel point vous devez être affectée. Il l'interrogea sur l'époque où M. Kesselbach était rentré en relation avec le vieux Steinweg, et sur la durée de ces relations. Mais elle était si lasse qu'il n'insista pas. Dois-je revenir demain? Demanda-t-elle. Mais non, je vous tiendrai au courant de tout ce que dira Steinweg. Voulez-vous me permettre de vous offrir mon bras jusqu'à votre voiture? Ces 3 étages sont si durs à descendre. Il ouvrit la porte et s'effaça devant elle. Au même moment, des exclamations se firent entendre dans le couloir et des gens accoururent. Des inspecteurs de service, des garçons de bureau. Chef, qu'y a-t-il? Dieuzy, mais il sort d'ici. On l'a trouvé dans l'escalier. Mort? Non, assommé, évanoui. Mais l'homme qui était avec lui,
Le vieux Steinweg. Disparu. Tonnerre! Section 2. Il s'élança dans le couloir, dégringola l'escalier, et au milieu d'un groupe de personnes qui le soignaient, il trouva Dieuzy, étendu sur le palier du premier étage. Il aperçut Gourel qui remontait. « Ah, Gourel, tu viens d'en bas. Tu as rencontré quelqu'un ?»« Non, chef. » Mais Dieuzy se ranimait, et tout de suite, les yeux à peine ouverts, il marmotta. « Ici, sur le palier, la petite porte. »« Ah, bon sang! La porte de la 7e chambre !» s'écria le chef de la sûreté. « J'avais pourtant bien dit qu'on la ferme à clé. Il était certain qu'un jour ou l'autre... » Il se rua sur la poignée. « Eh, parbleu! Le verrou est poussé de l'autre côté maintenant. » La porte était vitrée en partie. Avec la crosse de son revolver, il brisa un carreau, puis tira le verrou et dit à Gourel. « Galope par là, jusqu'à la sortie de la place Dauphine. » Et revenant à Dieuzy. « Allons, Dieuzy, cause. Comment t'es-tu laissé mettre dans cet état ?»« Un coup de poing, chef. »« Un coup de poing de ce vieux ? Mais il ne tient pas debout. »« Pas du vieux, chef, mais d'un autre qui se promenait dans le couloir pendant que Steinweg était avec vous, et qui nous a suivis comme il s'en allait lui aussi. Arrivé là, il m'a demandé si j'avais du feu. J'ai cherché ma boîte d'allumettes, alors il en a profité pour m'allonger son poing dans l'estomac. Je suis tombé, et en tombant, j'ai eu l'impression qu'il ouvrait cette porte et qu'il entraînait le vieux. Tu pourrais le reconnaître ? Ah oui, chef, un gaillard solide, la peau noire, un type du Midi pour sûr. Ribera, grinça monsieur Lenormand, toujours lui. Ribera, alias Parbury. Ah, le Forban, quelle audace! Il avait peur du vieux Steinweg. Il est venu le cueillir ici même, à ma barbe. Et frappant du pied avec colère. Mais, Christi, comment a-t-il su que Steinweg était là, le bandit? Il n'y a pas 4 heures, je le pourchassais dans les bois de Saint-Cucufa. Et maintenant le voici. Comment a-t-il su? Il vit donc dans ma peau? Il fut pris d'un de ces accès de rêverie, où il semblait ne plus rien entendre et ne plus rien voir. Madame Kesselbach, qui passait à ce moment, le salua sans qu'il répondît. Mais un bruit de pas dans le couloir secoua sa torpeur. « Enfin, c'est toi, Gourel ?»« C'est bien ça, chef, » dit Gourel tout essoufflé. « Ils étaient 2. Ils ont suivi ce chemin et ils sont sortis par la place Dauphine. Une automobile les attendait. Il y avait dedans 2 personnes. Un homme vêtu de noir avec un chapeau mou rabattu sur les yeux. « C'est lui !» murmura M. Lenormand. « C'est l'assassin, le complice de Ribera Barbery. Et l'autre personne ? Une femme sans chapeau, comme qui dirait une bonne et jolie, paraît-il, rousse de cheveux. Hein ? Quoi ? Tu dis qu'elle était rousse ? Oui. » Monsieur Lenormand se retourna d'un élan, descendit l'escalier 4x4, franchit les cours et déboucha sur le quai des Orfèvres. « Halte !» cria-t-il. Une victoria à 2 chevaux s'éloignait. C'était la voiture de madame Kesselbach. Le cocher entendit et arrêta. Déjà, monsieur Lenormand avait bondi sur le marchepied. « Mille pardons, madame. Votre aide m'est indispensable. Je vous demanderai la permission de vous accompagner. Mais il nous faut agir rapidement. Gourel, mon auto. Tu l'as renvoyé ? Une autre alors, n'importe laquelle. » Chacun courut de son côté, mais il s'écoula une dizaine de minutes avant qu'on remmenât une auto de louage. Monsieur Lenormand bouillait d'impatience. Madame Kesselbach, debout sur le trottoir, chancelait, son flacon de sel à la main. Enfin, ils s'installèrent. « Gourel, monte à côté du chauffeur et droit sur Garches. »« Chez moi ?» fit Dolorès stupéfaite. Il ne répondit pas. Il se montrait à la portière, agitait son coupe-fil, se nommait aux agents qui réglaient la circulation des rues. Enfin, quand on parvint au cours la reine, il se rassit et prononça. « Je vous en supplie, madame, répondez nettement à mes questions. Vous avez vu mademoiselle Geneviève Ernemont tantôt vers 4 heures. »« Geneviève, oui. Je m'habillais pour sortir. » « C'est elle qui vous a parlé de l'insertion du journal, relative à Steinweg. »« En effet. »« Et c'est là-dessus que vous êtes venu me voir. »« Oui. Vous étiez seul pendant la visite de mademoiselle Ernemont ? »« Ma foi, je ne sais pas. Pourquoi ? Rappelez-vous. L'une de vos femmes de chambre était là ? » ?»« Peut-être, comme je m'habillais. »« Quel est leur nom ? » ?»« Suzanne et Gertrude. L'une d'elles est rousse, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, Gertrude. »« Vous la connaissez depuis longtemps ? » ?»« Sa sœur m'a toujours servi. Et Gertrude est chez moi depuis des années. C'est le dévouement en personne, la probité. Bref, vous répondez d'elle. Oh, absolument. Tant mieux, tant mieux. Il était 7h30, et la lumière du jour commençait à s'atténuer, quand l'automobile arriva devant la maison de retraite. Sans s'occuper de sa compagne,
le chef de la sûreté se précipita chez le concierge. « La bonne de madame Kesselbach vient de rentrer, n'est-ce pas ?»« Qui ça, la bonne ?»« Oui, Gertrude, une des deux sœurs. »« Mais Gertrude n'a pas dû sortir, monsieur, nous ne l'avons pas vue sortir. »« Cependant, quelqu'un vient de rentrer. »« Ah non, monsieur, nous n'avons ouvert la porte à personne depuis 6 heures du soir. Il n'y a pas d'autre issue que cette porte ? Aucune. Les murs entourent le domaine de toutes parts et ils sont hauts. Madame Kesselbach, dit monsieur Lenormand à sa compagne, nous irons jusqu'à votre pavillon. Ils s'en allèrent tous les trois. Madame Kesselbach, qui n'avait pas la clé, sonna. Ce fut Suzanne, l'autre sœur, qui apparut. Gertrude est ici demanda madame Kesselbach. Mais oui, madame, dans sa chambre. Faites-la venir, mademoiselle, ordonna le chef de la sûreté. Au bout d'un instant, Gertrude descendit, avenante et gracieuse avec son tablier blanc orné de broderies. Elle avait une figure assez jolie, en effet, encadrée de cheveux roux. Monsieur Lenormand la regarda longtemps sans rien dire, comme s'il cherchait à pénétrer au-delà de ses yeux innocents. Il ne l'interrogea pas. Au bout d'une minute, il dit simplement « C'est bien, mademoiselle, je vous remercie. Tu viens, Gourel ?» Il sortit avec le brigadier, et, tout de suite, en suivant les allées sombres du jardin, il dit « C'est elle !»« Vous croyez, chef ? Elle a l'air si tranquille, beaucoup trop tranquille. Une autre se serait étonnée, m'aurait demandé pourquoi je la faisais venir. Elle ? Rien. Rien que l'application d'un visage qui veut sourire à tout prix. Seulement, de sa tempe, j'ai vu une goutte de sueur qui coulait le long de son oreille. Et alors ? Alors tout cela est clair. Gertrude est complice des deux bandits qui manœuvrent autour de l'affaire Kesselbach. Soit pour surprendre et pour exécuter le fameux projet, soit pour capter les millions de la veuve. Sans doute, l'autre sœur est elle aussi du complot. Vers 4 heures, Gertrude, prévenue que je connais l'annonce du journal et qu'en outre j'ai rendez-vous avec Steinweg, profite du départ de sa maîtresse, court à Paris, retrouve Ribera et l'homme au chapeau mou, et les entraîne au palais de justice, où Ribera confie à son profit le sieur Steinweg. Il réfléchit et conclut. Tout cela nous prouve 1. L'importance qu'ils attachent à Steinweg et la frayeur que leur inspirent ces révélations. 2. Qu'une véritable conspiration est ourdie autour de madame Kesselbach. 3. Que je n'ai pas de temps à perdre, car la conspiration est mûre. Soit, dit Gourel, mais il y a une chose inexplicable. Comment Gertrude a-t-elle pu sortir du jardin où nous sommes et y entrer à l'insu des concierges ? Par un passage secret que les bandits ont dû pratiquer récemment. Et qui aboutirait sans doute, fit Gourel, au pavillon de madame Kesselbach ? Oui, peut-être, dit monsieur Lenormand, peut-être, et j'ai une autre idée. Ils suivirent l'enceinte des murs. La nuit était claire, et si l'on ne pouvait guère discerner leurs deux silhouettes, ils voyaient suffisamment eux pour examiner les pierres des murailles et pour s'assurer qu'aucune brèche, si habile qu'elle fût, n'avait été pratiquée. Une échelle, sans doute insinua Gourel. Non, puisque Gertrude passe en plein jour. Une communication de ce genre ne peut évidemment pas aboutir dehors. Il faut que l'orifice en soit caché par quelque construction déjà existante. Il n'y a que les 4 pavillons, objecta Gourel, et ils sont tous habités. Pardon, le 3e pavillon, le pavillon Hortense, n'est pas habité. Qui vous l'a dit ? Le concierge. Par peur du bruit, madame Kesselbach a loué ce pavillon, lequel est proche du sien. Qui sait si, en agissant ainsi, elle n'a pas subi l'influence de Gertrude. Il fit le tour de la maison. Les volets étaient fermés. À tout hasard, il souleva le loquet de la porte. La porte s'ouvrit. « Ah, Gouret, je crois que nous y sommes. Entrons. Allume ta lanterne. Oh, le vestibule, le salon, la salle à manger, c'est bien inutile. Il doit y avoir un sous-sol puisque la cuisine n'est pas à cet étage. Par ici, chef. Voici l'escalier de service. » Ils descendirent en effet dans une cuisine assez vaste et encombrée de chaises de jardin et de guéris-tangeons. Une buanderie servant aussi de cellier y attenait et présentait le même désordre d'objets entassés les uns par-dessus les autres. « Qu'est-ce qui brille là, chef ?» Gourel, s'étant baissé, ramassa une épingle de cuivre à tête de perle fausse. « La perle est toute brillante encore, hein, dit le Normand. Ce qui ne serait point si elle avait séjourné longtemps dans cette cave. Gertrude a passé par ici, Gourel. » Gourel se mit à démolir un amoncellement de fûts vides, de casiers et de vieilles tables boiteuses. « Tu perds ton temps, Gourel. Si le passage est là, comment aurait-on le loisir d'abord de déplacer tous ces objets et ensuite de les replacer derrière soi ? Tiens, voici un volet hors d'usage qui n'a aucune raison sérieuse d'être accroché au mur par ce clou. Écarte-le. » Gourel obéit. Derrière le volet, le mur était creusé. À la clarté de la lanterne, ils virent un souterrain qui s'enfonçait. Section 3. Je ne me trompais pas, dit monsieur Lenormand. La communication est de date récente.
Tu vois, ce sont des travaux faits à la hâte, et pour une durée d'ailleurs limitée. Pas de maçonnerie, de place en place 2 madriers en croix et une solive qui sert de plafond, et c'est tout. Ça tiendra ce que ça tiendra, mais toujours assez pour le but qu'on poursuit, c'est-à-dire... C'est-à-dire quoi, chef? Eh bien, d'abord, pour permettre les allées et venues entre Gertrude et ses complices, et puis un jour prochain, l'enlèvement, ou plutôt la disparition miraculeuse, incompréhensible de Madame Tesselbach. Ils avançaient avec précaution pour ne pas heurter certaines poutres, dont la solidité ne semblait pas inébranlable. À première vue, la longueur du tunnel était de beaucoup supérieure aux 50 mètres tout au plus qui séparaient le pavillon de l'enceinte du jardin. Il devait donc aboutir assez loin des murs et au-delà d'un chemin qui longeait le domaine. « Nous n'allons pas du côté de Villeneuve et de l'étang par ici » demanda Gourel. « Du tout, juste à l'opposé, » affirma M. Lenormand. La galerie descendait en pente douce. Il y eut une marche, puis une autre, et l'on obliqua vers la droite. À ce moment, ils se heurtèrent à une porte qui était encastrée dans un rectangle de moellons, soigneusement cimenté. M. Lenormand l'ayant poussée, elle s'ouvrit. « Une seconde, Gourel, dit-il en s'arrêtant. Réfléchissons. Il vaudrait peut-être mieux rebrousser chemin. Et pourquoi? Il faut penser que Ribera a prévu le péril, et supposer qu'il a pris ses précautions au cas où le souterrain serait démasqué. Or, il sait que nous fouillons le jardin. Il nous a vus sans doute entrer dans ce pavillon. Qui nous assure qu'il n'est pas en train de nous tendre un piège? Nous sommes 2, chef. Et ils sont 20, eux. Il regarda. Le souterrain remontait, et il marcha vers l'autre porte, distante de 5 à 6 mètres. Allons jusqu'ici, dit-il, nous verrons bien. Il passa, suivi de Gourel auquel il recommanda de laisser la porte ouverte, et il marcha vers l'autre porte, se promettant bien de ne pas aller plus loin. Mais celle-ci était close, et bien que la serrure parût fonctionner, il ne parvint pas à ouvrir. Le verrou est mis, dit-il. Ne faisons pas de bruit et revenons. D'autant que, dehors, nous établirons, d'après l'orientation de la galerie, la ligne sur laquelle il faudra chercher l'autre issue du souterrain. Ils revinrent donc sur leurs pas vers la première porte, quand Gourel, qui marchait le premier, eut une exclamation de surprise. « Tiens, elle est fermée. »« Comment? Mais je t'avais dit de la laisser ouverte. »« Je l'ai laissée ouverte, chef, mais le battant est retombé tout seul. »« Impossible. Nous aurions entendu le bruit. »« Alors, je ne sais pas. » Il s'approcha. « Voyons, il y a une clé, elle tourne, mais de l'autre côté, il doit y avoir un verrou. Qui l'aurait mis? Eux, parbleu, derrière notre dos. Ils ont peut-être une autre galerie qui longe celle-ci. Ou bien, ils étaient restés dans ce pavillon inhabité. Enfin quoi, nous sommes pris au piège. » Il s'acharna contre la serrure, introduisit son couteau dans la fente, chercha tous les moyens, puis, en un moment de lassitude, prononça. « Rien à faire. »« Comment, chef? »« Rien à faire. En ce cas, nous sommes fichus. »« Ma foi, dit-il. » Ils retournèrent à l'autre porte, puis revinrent à la première. Elles étaient toutes deux massives en bois dur, renforcées par des traverses somme toute indestructibles. « Il faudra une hache, dit le chef de la sûreté, ou tout au moins un instrument sérieux, un couteau même, avec lequel on essaierait de découper l'emplacement probable du verrou. Et nous n'avons rien. » Il eut un accès de rage subite, et se rua contre l'obstacle, comme s'il espérait l'abolir. Puis, impuissant, vaincu, il dit à Gourel. « Écoute, nous verrons ça dans 1 heure ou 2. Je suis éreinté, je vais dormir. Veille pendant ce temps-là. Et si l'on venait de nous attaquer... »« Ah, si l'on venait, nous serions sauvés, chef !» s'écria Gourel en homme qui soulageait la bataille, si inégale qu'elle fût. Monsieur Lenormand se coucha par terre. Au bout d'1 minute, il dormait. Quand il se réveilla, il resta quelques secondes indécis sans comprendre, et il se demandait aussi quelle était cette sorte de souffrance qui le tourmentait. « Gourel !» appela-t-il. « Eh bien, Gourel !» N'obtenant pas de réponse, il fit jouer le ressort de sa lanterne, et il aperçut Gourel à côté de lui, qui dormait profondément. « Qu'est-ce que j'ai à souffrir ainsi, pensa-t-il. De véritables tiraillements. Ah, ça, mais j'ai faim, tout simplement. Je meurs de faim. Quelle heure est-il donc? » Sa montre marquait 7h20, mais il se rappela qu'il ne l'avait pas remontée. La montre de Gourel ne marchait pas davantage. Celui-ci, cependant, s'étant réveillé sous l'action des mêmes souffrances d'estomac, ils estimèrent que l'heure du déjeuner devait être largement dépassée et qu'ils avaient déjà dormi une partie du jour. « J'ai les jambes tout engourdies, déclara Gourel, et les pieds comme s'ils étaient dans de la glace. Quelle drôle d'impression !» Il voulut se frictionner et reprit. « Tiens, mais ce n'est pas dans la glace qu'ils étaient mes pieds, c'est dans l'eau. Regardez, chef, du côté de la première porte. C'est une véritable mare. Des infiltrations, répondit M. Lenormand.
Remontons vers la seconde porte, tu te sécheras. Mais qu'est-ce que vous faites donc, chef? Crois-tu que je me laisserai enterrer vivant dans ce caveau? Ah non, je ne suis pas encore d'âge. Puisque les deux portes sont fermées, tâchons de traverser les parois. Une à une, il détachait les pierres qui faisaient saillie à hauteur de sa main, dans l'espoir de pratiquer une autre galerie qui s'en irait en pente jusqu'au niveau du sol. Mais le travail était long et pénible, car, en cette partie du souterrain, les pierres étaient cimentées. Chef! Chef! Balbutia Gourel d'une voix étranglée. Eh bien? Vous avez les pieds dans l'eau? Allons donc. Tiens, oui? Ma foi, que veux-tu? On se séchera au soleil. Mais, vous ne voyez donc pas? Quoi? Mais ça monte, chef, ça monte. Qu'est-ce qui monte? L'eau! Monsieur Lenormand sentit un frisson qui lui courait sur la peau. Il comprenait tout d'un coup. Ce n'étaient pas des infiltrations fortuites, mais une inondation habilement préparée, et qui se produisait mécaniquement, irrésistiblement, grâce à quelque système infernal. Ah, la fripouille, grassa-t-il. Si jamais je le tiens, celui-là. Oui, oui, chef, mais il faut d'abord se tirer d'ici, et pour moi. Gourel semblait complètement abattu, hors d'état d'avoir une idée, de proposer un plan. Monsieur Lenormand s'était agenouillé sur le sol et mesurait la vitesse avec laquelle l'eau s'élevait. Un quart de la première porte à peu près était couvert, et l'eau s'avançait jusqu'à mi-distance de la seconde porte. Le progrès est lent, mais ininterrompu, dit-il. Dans quelques heures, nous en aurons par-dessus la tête. Mais c'est effroyable, chef, c'est horrible, gémit Gourel. Ah, dis donc, tu ne vas pas nous embêter avec tes jérémiades, n'est-ce pas? Pleure si ça t'amuse. Mais que je ne t'entende pas. C'est la faim qui m'affaiblit, chef. J'ai le cerveau qui tourne. Mange ton poing. Comme disait Gourel, la situation était effroyable. Et si M. Lenormand avait eu moins d'énergie, il eût abandonné une lutte aussi vaine. Que faire? Il ne fallait pas espérer que Ripera eût la charité de leur livrer passage. Il ne fallait pas espérer davantage que les frères Doudeville pussent les secourir, puisque les inspecteurs ignoraient l'existence de ce tunnel. Donc, aucun espoir ne restait. Aucun espoir que celui d'un miracle impossible. Voyons, voyons, répétait M. Lenormand, c'est trop bête, nous n'allons pas crever ici, que diable! Il doit y avoir quelque chose, éclaire-moi, Gourel. Collé contre la seconde porte, il examina de bas en haut dans tous les coins. Il y avait de ce côté, comme de l'autre, probablement, un verrou, un énorme verrou. Avec la lame de son couteau, il en défit les vis, et le verrou se détacha. Et après? Demanda Gourel. Après, dit-il? Eh bien, ce verrou est en fer, assez long, presque pointu. Ça ne vaut certes pas une pioche, mais tout de même, c'est mieux que rien, et... Sans achever sa phrase, il enfonça l'instrument dans la paroi de la galerie, un peu avant le pilier de maçonnerie qui supportait les gonds de la porte. Ainsi qu'il s'y attendait, une fois traversée la première couche de ciment et de pierre, il trouva la terre molle. « À l'ouvrage !» s'écria-t-il. « Je veux bien, chef, mais expliquez-moi. C'est tout simple. Il s'agit de creuser autour de ce pilier un passage de 3 ou 4 mètres de long qui rejoindra le tunnel, au-delà de la porte, et nous permettra de filer. Mais il faudra des heures, et pendant ce temps l'eau monte. Éclaire-moi, Gourel. Dans 20 minutes, une demi-heure au plus, elle atteindra nos pieds. Éclaire-moi, Gourel. » L'idée de M. Lenormand était juste, et avec un peu d'effort, en attirant à lui et en faisant tomber dans le tunnel la terre qu'il attaquait d'abord avec l'instrument, il ne tarda pas à creuser un trou assez grand pour s'y glisser. « À mon tour, chef, dit Gourel. Ah! Tu reviens à la vie, bien, travaille. Tu n'as qu'à te diriger sur le contour du pilier. » À ce moment, l'eau montait jusqu'à leurs chevilles. Aurait-il le loisir d'achever l'œuvre commencée? À mesure qu'on avançait, elle devenait plus difficile, car la terre remuée les encombrait davantage, et, couchés à plat ventre dans le passage, ils s'étaient obligés à tout instant de ramener les décombres qui l'obstruaient. Au bout de 2 heures, le travail en était peut-être aux 3/4, mais l'eau recouvrait leurs jambes. Encore 1 heure, elle gagnerait l'orifice du trou qu'ils creusaient. Cette fois, ce serait la fin. Gourel, épuisé par le manque de nourriture et de corpulence trop forte pour aller et venir dans ce couloir de plus en plus étroit, avait dû renoncer. Il ne bougeait plus, tremblant d'angoisse à sentir cette eau glacée qui l'ensevelissait peu à peu. M. Lenormand, lui, travaillait avec une ardeur inlassable. Besogne terrible, œuvre de termites, qui s'accomplissait dans des ténèbres étouffantes. Ses mains saignaient, il défaillait de faim, il respirait mal un air insuffisant, et, de temps à autre, les soupirs de Gourel lui rappelaient l'épouvantable danger qui le menaçait au fond de sa tanière. Mais rien n'eût pu le décourager, car maintenant, il retrouvait en face de lui ces pierres cimentées qui composaient la paroi de la galerie.
C'était le plus difficile, mais le but approchait. Ça monte cria Gourel d'une voix étranglée. Ça monte Monsieur Lenormand redoubla d'efforts. Soudain, la tige du verrou dont il se servait jaillit dans le vide. Le passage était creusé. Il n'y avait plus qu'à l'élargir, ce qui devenait beaucoup plus facile maintenant qu'il pouvait rejeter les matériaux devant lui. Gourel, fou de terreur, poussait des hurlements de bête qui agonise. Il ne s'en émouvait pas. Le salut était à portée de sa main. Il eut cependant quelques secondes d'anxiété en constatant, au bruit des matériaux qui tombaient, que cette partie du tunnel était également remplie d'eau. Ce qui était naturel, la porte ne constituant pas une dite suffisamment hermétique. Mais qu'importait? L'issue était libre. Un dernier effort, il passa. Viens, Gourel, cria-t-il, en revenant chercher son compagnon. Il le tira, à demi-mort par les poignets. Allons, secoue-toi, Ganache, puisque nous sommes sauvés. Vous croyez, chef? Vous croyez? Nous avons de l'eau jusqu'à la poitrine. Va toujours, tant que nous n'aurons pas par-dessus la bouche. Et ta lanterne? Elle ne va plus. Tant pis. Il eut une exclamation de joie. Une marche, deux marches, un escalier, enfin. Il sortait de l'eau, de cette eau maudite qui les avait presque engloutis, et c'était une sensation délicieuse, une délivrance qui les exaltait. Arrête murmura M. Lenormand. Sa tête avait heurté quelque chose. Les bras tendus, il s'arc-bouta contre l'obstacle qui céda aussitôt. C'était le battant d'une trappe, et, cette trappe ouverte, on se trouvait dans une cave où filtrait, par un soupirail, la lueur d'une nuit claire. Il renversa le battant et escalada les dernières marches. Un voile s'abattit sur lui. Des bras le saisirent. Il se sentit comme enveloppé d'une couverture, d'une sorte de sac, puis lié par des cordes. À l'autre, dit une voix. On dut exécuter la même opération avec Gourel, et la même voix dit. S'il crie, tuez-les tout de suite. Tu as ton poignard? Oui. En route. Vous deux, prenez celui-ci. Vous deux, celui-là. Pas de lumière et pas de bruit non plus. Ce serait grave. Depuis ce matin, on fouille le jardin d'à côté. Ils sont 10 ou 15 qui se démènent. Retourne au pavillon, Gertrude, et, s'il y a la moindre chose, téléphone-moi à Paris. Monsieur Lenormand eut l'impression qu'on le portait, puis, après un instant, l'impression qu'on était dehors. Approche la charrette, dit la voix. Monsieur Lenormand entendit le bruit d'une voiture et d'un cheval. On le coucha sur des planches. Gourel fut hissé près de lui. Le cheval partit au trot. Le trajet dura une demi-heure environ. Halte, ordonna la voix. Descendez-les. Le conducteur, tourne la charrette de façon que l'arrière touche au parapet du pont. Bien. Pas de bateau sur la Seine? Non. Alors, ne perdons pas de temps. Ah! Vous leur avez attaché des pierres? Oui. Des pavés. En ce cas, allez-y. Recommande ton âme à Dieu, monsieur Lenormand, et prie pour moi, Barburet Ribera, plus connu sous le nom de baron Altenheim. Ça y est? Tout est prêt? Eh bien, bon voyage, monsieur Lenormand. Monsieur Lenormand fut placé sur le parapet. On le poussa. Il sentit qu'il tombait dans le vide, et il entendit encore la voix qui ricanait. Bon voyage! 10 secondes après, c'était le tour du brigadier Gourel. Fin du chapitre 7. Chapitre 9 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. La redingote Olive, section 1. Midi et quart. Un restaurant près de la Madeleine. Le prince déjeune. À la table voisine, 2 jeunes gens s'assoient. Il les salue et se met à leur parler comme à des amis de rencontre. Vous êtes de l'expédition, hein? Oui. Combien d'hommes en tout? 6, paraît-il. Chacun y va de son côté. Rendez-vous à 1h03 avec M. Weber, près de la maison de retraite. Bien, j'y serai. Quoi? N'est-ce pas moi qui dirige l'expédition? Et ne faut-il pas que ce soit moi qui retrouve M. Lenormand, puisque je l'ai annoncé publiquement? Vous croyez donc, patron, que M. Lenormand n'est pas mort? J'en suis sûr. Oui, depuis hier, j'ai la certitude qu'Altenheim et sa bande ont conduit M. Lenormand et Gourel sur le pont de Bougival, et qu'ils les ont jetés par-dessus bord. Gourel a coulé, M. Lenormand s'en est tiré. Je fournirai toutes les preuves nécessaires quand le moment sera venu. Mais alors, s'il est vivant, pourquoi ne se montre-t-il pas? Parce qu'il n'est pas libre. Ce serait donc vrai ce que vous avez dit? Il se trouve dans les caves de la villa des Glycines? J'ai tout lieu de le croire. Mais comment savez-vous? Quel indice? C'est mon secret. Ce que je puis vous annoncer, c'est que le coup de théâtre sera, comment dirais-je, sensationnel. Vous avez fini? Oui. Mon auto est derrière la Madeleine. Rejoignez-moi. À Garches,
Cernine renvoya la voiture, et ils marchèrent jusqu'au sentier qui conduisait à l'école de Geneviève. Là, il s'arrêta. Écoutez-moi bien, les enfants. Voilà qui est de la plus haute importance. Vous allez sonner à la maison de retraite. Comme inspecteur, vous avez vos entrées, n'est-ce pas? Vous irez au pavillon Hortense, celui qui est inoccupé. Là, vous descendrez dans le sous-sol et vous trouverez un vieux volet qu'il suffit de soulever pour dégager l'orifice d'un tunnel que j'ai découvert ces jours-ci et qui établit une communication directe avec la villa des Glycines. C'est par là que Gertrude et que le baron Altenheim se retrouvaient. Et c'est par là que M. Lenormand a passé pour, en fin de compte, tomber entre les mains de ses ennemis. Vous croyez, patron? Oui, je le crois. Et maintenant, voilà de quoi il s'agit. Vous allez vous assurer que le tunnel est exactement dans l'état où je l'ai laissé cette nuit, que les 2 portes qui le barrent sont ouvertes, et qu'il y a toujours dans un trou, situé près de la 2e porte, un paquet enveloppé de serge noir que j'y ai déposé moi-même. Faudra-t-il défaire le paquet? Inutile. Ce sont des vêtements de rechange. Allez, et qu'on ne vous remarque pas trop, je vous attends. 10 minutes plus tard, ils étaient de retour. Les 2 portes sont ouvertes, fit Doudeville. Le paquet de serge noir, à sa place, près de la 2e porte. Parfait. Il est 1h25. Weber va débarquer avec ses champions. On surveille la villa. On la cerne dès qu'Altenheim y est entré. Moi, d'accord avec Weber, je sonne, on m'ouvre, me voici dans la place. Là, j'ai mon plan. Allons, j'ai l'idée qu'on ne s'embêtera pas. Et Cernine, les ayant congédiés, s'éloigna par le sentier de l'école tout en monologuant. Tout est pour le mieux. La bataille va se livrer sur le terrain choisi par moi, je la gagne fatalement, et je me débarrasse de mes 2 adversaires et je me trouve seul engagé dans l'affaire Kesselbach. Seul, avec 2 beaux atouts, Pierre le Duc et Steinweg. En plus, le roi, c'est-à-dire Bibi. Seulement, il y a un cheveu. Qu'est-ce que peut bien faire Altenheim? Évidemment, il a lui aussi son plan d'attaque. Par où m'attaque-t-il? Et comment admettre qu'il ne m'ait pas encore attaqué? C'est inquiétant. M'aurait-il dénoncé à la police? Il longea le petit préau de l'école, dont les élèves étaient alors en classe, et il heurta la porte d'entrée. Tiens, te voilà, dit madame Ernemont en ouvrant. Tu as donc laissé Geneviève à Paris? Pour cela, il eût fallu que Geneviève fût à Paris, répondit-il. Mais elle y a été puisque tu l'as fait venir. Qu'est-ce que tu dis? S'exclama-t-il en lui empoignant le bras. Comment? Mais tu le sais mieux que moi. Je ne sais rien, parle. N'as-tu pas écrit à Geneviève de te rejoindre à la gare Saint-Lazare? Et elle est partie? Mais oui, vous deviez déjeuner ensemble à l'hôtel Ritz. La lettre, fais voir la lettre. Elle monta la chercher et la lui donna. Mais malheureuse, tu n'as donc pas vu que c'était un faux? L'écriture est bien imitée, mais c'est un faux. Cela saute aux yeux. Il se colla les poings contre les tempes avec rage. Le voilà, le coup que je demandais. Ah, le misérable! C'est par elle qu'il m'attaque. Mais comment sait-il? Eh, non, il ne sait pas. Voilà 2 fois qu'il tente l'aventure, et c'est pour Geneviève. Parce qu'il s'est pris de béguin pour elle. Oh, cela, non, jamais. Écoute, Victoire, tu es sûr qu'elle ne l'aime pas? Ah ça, mais je perds la tête. Voyons, il faut que je réfléchisse. Ce n'est pas le moment. Il consulta sa montre. 1h35, j'ai le temps. Imbécile, le temps de quoi faire? Est-ce que je sais où elle est? Il allait et venait comme un fou, et sa vieille nourrice semblait stupéfaite de le voir aussi agité, aussi peu maître de lui. Après tout, dit-elle, rien ne prouve qu'elle n'ait pas flairé le piège, au dernier instant. Où serait-elle? Je l'ignore, peut-être chez madame Kesselbach? C'est vrai, tu as raison, s'écria-t-il plein d'espoir soudain, et il partit en courant vers la maison de retraite. Sur la route, près de la porte, il rencontra les frères Doudeville qui entraient chez la concierge, dont la loge avait vue sur la route, ce qui leur permettait de surveiller les abords de Glycines. Sans s'arrêter, il alla droit au pavillon de l'impératrice, appela Suzanne et se fit conduire chez madame Kesselbach. Geneviève, dit-il. Geneviève? Oui, elle n'est pas venue. Non, voici même plusieurs jours. Mais elle doit venir, n'est-ce pas? Vous croyez? Mais j'en suis sûr. Voulez-vous qu'elle soit? Rappelez-vous. J'ai beau chercher, je vous assure que Geneviève et moi, nous ne devions pas nous voir. Et, subitement effrayé, mais vous n'êtes pas inquiet, il n'est rien arrivé à Geneviève. Non, rien. Il était parti déjà. Une idée l'avait heurté. Si le baron Altenheim n'était pas à la villa des Glycines, si l'heure du rendez-vous avait été changée, il faut que je le voie, se disait-il, il le faut à tout prix. Et il courait, l'allure désordonnée, indifférent à tout. Mais, devant la loge, il recouvra instantanément son sang-froid. Il avait aperçu le sous-chef de la sûreté, qui parlait dans le jardin avec les frères Doudeville. S'il avait eu sa clairvoyance habituelle, il eût surpris le petit tressaillement qui agita M. Weber à son approche.
Mais il ne vit rien. « Monsieur Weber, n'est-ce pas » dit-il. « Oui, à qui j'ai l'honneur ? Le prince Cernine. »« Ah, très bien. Monsieur le préfet de police m'a averti du service considérable que vous nous rendiez, monsieur. Ce service ne sera complet que quand j'aurai livré les bandits. Cela ne va pas tarder. Je crois que l'un de ces bandits vient d'entrer. Un homme assez fort, avec un monocle. En effet, c'est le baron Altenheim. Vos hommes sont là, monsieur Weber ? Oui, cachés sur la route, à 200 mètres de distance. Eh bien, monsieur Weber, il me semble que vous pourriez les réunir et les amener devant cette loge. De là, nous irons jusqu'à la villa. Je sonnerai. Comme le baron Altenheim me connaît, je suppose que l'on m'ouvrira, et j'entrerai, avec vous. Le plan est excellent, dit monsieur Weber. Je reviens tout de suite. Il sortit du jardin et s'en alla par la route, du côté opposé aux Glycines. Rapidement, Cernine empoigna l'un des frères d'Oudeville par le bras. « Cours après lui, Jacques. Occupe-le temps que j'entre aux Glycines. Et puis, retarde l'assaut, le plus possible, invente des prétextes. Il me faut 10 minutes, qu'on entoure la villa, et qu'on n'y entre pas. Et toi, Jean, va te poster dans le pavillon Hortense, à l'issue du souterrain. Si le baron veut sortir par là, casse-lui la tête. » Les d'Oudeville s'éloignèrent. Le prince se glissa dehors et courut jusqu'à une haute grille blindée de fer qui était l'entrée de Glycines. Sonnerait-il ? Autour de lui, personne. D'un bond, il s'élança sur la grille, en posant son pied au rebord de la serrure et, s'accrochant au barreau, s'arc-boutant avec ses genoux, se hissant à la force des poignets, il parvint, au risque de retomber sur la pointe aiguë des barreaux, à franchir la grille et à sauter. Il y avait une cour pavée qu'il traversa rapidement, et il monta les marches d'un péristyle à colonnes, sur lequel donnaient des fenêtres qui, toutes, étaient recouvertes jusqu'aux impostes de volets pleins. Comme il réfléchissait aux moyens de s'introduire dans la maison, la porte fut entrebâillée avec un bruit de fer qui lui rappela la porte de la villa du Pont, et Altenheim apparut. « Dites donc, prince, c'est comme cela que vous pénétrez dans les propriétés particulières ? Je vais être contraint de recourir aux gendarmes, mon cher. » Cernine le saisit à la gorge et, le renversant contre une banquette. « Geneviève, où est Geneviève ? Si tu ne me dis pas ce que tu as fait d'elle, misérable !»« Je te prie de remarquer, bégaya le baron, que tu me coupes la parole. » Cernine le lâcha. « Au fait, et vite, réponds, Geneviève !»« Il y a une chose, répliqua le baron, qui est beaucoup plus urgente, surtout quand il s'agit de gaillards de notre espèce, c'est d'être chez soi. » Et, soigneusement, il repoussa la porte qu'il barricada de verrous. Puis, conduisant Cernine dans le salon voisin, un salon sans meubles, sans rideaux, il lui dit « Maintenant, je suis ton homme. Qu'y a-t-il pour ton service, prince ? Geneviève ? Elle se porte à merveille. Ah, tu avoues ? Parbleu, je te dirais même que ton imprudence à cet égard m'a étonné. Comment n'as-tu pas pris quelques précautions ? Il était inévitable. Assez ! Où est-elle ? Tu n'es pas poli. Où est-elle ? Entre quatre murs. Libre. Libre ? Oui, libre d'aller d'un mur à l'autre. Villa Dupont, sans doute. Dans la prison que tu as imaginée pour Steinweg. Ah, tu sais ? Non, elle n'est pas là. Mais où, alors ? Parle, sinon. Voyons, mon prince. Crois-tu que je serais assez bête pour te livrer le secret par lequel je te tiens ? Tu aimes la petite. Tais-toi ! S'écria Cernine hors de lui. Je te défends. Et après ? C'est donc un déshonneur ? Je l'aime bien, moi, et j'ai bien risqué. Il n'acheva pas, intimidé par la colère effrayante de Cernine. Colère contenue, silencieuse, qui lui bouleversait les traits. Ils se regardèrent longtemps, chacun d'eux cherchant le point faible de l'adversaire. À la fin, Cernine s'avança, et d'une voix nette, en homme qui menace plutôt qu'il ne propose un pacte. « Écoute-moi, tu te rappelles l'offre d'association que tu m'as faite ? L'affaire Kesselbach pour nous deux, on marcherait ensemble, on partagerait les bénéfices. J'ai refusé, j'accepte aujourd'hui. Trop tard. Attends, j'accepte mieux que cela, j'abandonne l'affaire. Je ne me mêle plus de rien, tu auras tout, au besoin, je t'aiderai. La condition ? Dis-moi où se trouve Geneviève. » L'autre haussa les épaules. « Tu radotes, Lupin, ça me fait de la peine à ton âge. » Une nouvelle pause entre les deux ennemis. Terrible. Le baron ricana. « C'est tout de même une sacrée jouissance de te voir ainsi pleurnicher et demandant l'aumône. Dis donc, j'ai l'idée que le simple soldat est en train de flanquer une pile à son général. »« Imbécile !» murmura Cernine. « Prince, je t'enverrai mes témoins ce soir, si tu es encore de ce monde. »« Imbécile !» répéta Cernine, avec un mépris infini. « Tu aimes mieux en finir tout de suite, à ta guise, mon prince. Ta dernière heure est venue. Tu peux recommander ton âme à Dieu. Tu souris ? C'est un tort. J'ai sur toi un avantage immense. Je tue. Au besoin. »« Imbécile !» redit encore une fois Cernine.
Il tira sa montre. 2 heures, baron. Tu n'as plus que quelques minutes. À 2h05, 2h10 au plus tard, M. Weber et une demi-douzaine d'hommes solides, sans scrupules, forceront l'entrée de ton repère et te mettront la main au collet. Ne souris pas à toi non plus. L'issue sur laquelle tu comptes est découverte, je la connais, elle est gardée. Tu es donc bel et bien pris. C'est l'échafaud, mon vieux. Altenheim était livide. Il balbutia. Tu as fait ça? Tu as eu l'infamie? La maison est cernée. L'assaut est imminent. Parle, et je te sauve. Comment? Les hommes qui gardent l'issue du pavillon sont à moi. Je te donne un mot pour eux et tu es sauvé. Parle. Altenheim réfléchit quelques secondes, parut hésiter, mais soudain résolu déclara. C'est de la blague. Tu n'auras pas été assez naïf pour te jeter toi-même dans la gueule du loup. Tu oublies Geneviève. Sans elle, crois-tu que je serais là? Parle. Non. Soit, attendons, dit Cernine. Une cigarette? Volontiers. Section 2. Tu entends? Dit Cernine après quelques secondes. Oui, oui, fit Altenheim en se levant. Des coups retentissaient à la grille. Cernine prononça. Même pas les sommations d'usage, aucun préliminaire. Tu es toujours décidé? Plus que jamais. Tu sais que, avec les instruments qu'ils ont, il n'y en a pas pour longtemps. Il serait dans cette pièce que je te refuserais. La grille céda. On entendit le grincement des gonds. Se laisser pincer, reprit Cernine. Je l'admets, mais qu'on tente soi-même les mains aux menottes, c'est trop idiot. Voyons, ne t'entête pas, parle et file. Et toi? Moi, je reste, qu'ai-je à craindre? Regarde. Le baron lui désignait une fente à travers les volets. Cernine y appliqua son œil et recula avec un sursaut. Ah, bandit, toi aussi tu m'as dénoncé. Ce n'est pas 10 hommes, c'est 50, 100, 200 hommes que Weber amène. Le baron riait franchement. Et s'il y en a tant, c'est qu'il s'agit de Lupin, évidemment. Une demi-douzaine suffisait pour moi. Tu as prévenu la police? Oui. Quelle preuve as-tu donné? Ton nom. Paul Cernine, c'est-à-dire Arsène Lupin. Et tu as découvert ça tout seul, toi? Ce à quoi personne n'a jamais pensé. Allons donc, c'est l'autre, avoue-le. Il regardait par la fente. Des nuées d'agents se répandaient autour de la villa, et ce fut à la porte maintenant que des coups résonnèrent. Il fallait cependant songer ou bien à la retraite, ou bien à l'exécution du projet qu'il avait imaginé. Mais s'éloigner ne fût-ce qu'un instant, c'était laisser Altenheim, et qui pouvait assurer que le baron n'avait pas à sa disposition une autre issue pour s'enfuir. Cette idée bouleversa Cernine. Le baron libre, le baron maître de retourner auprès de Geneviève et de la torturer, et de la servir à son odieux amour. Entravé dans ses desseins, contraint d'improviser un nouveau plan à la seconde même, et en subordonnant tout au danger que courait Geneviève. Cernine passa là un moment de la décision atroce. Les yeux fixés aux yeux du baron, il eût voulu lui arracher son secret et partir, et il n'essayait même plus de le convaincre, tellement toute parole lui semblait inutile. Et tout en poursuivant ses réflexions, il se demandait ce que pouvait être celle du baron, quelles étaient ses armes, son espoir de salut. La porte du vestibule, quoique fortement verrouillée, quoique blindée de fer, commençait à s'ébranler. Les deux hommes étaient devant cette porte, immobiles. Le bruit des voix, le sens des mots leur parvenait. « Tu parais bien sûr de toi, dit Cernine. »« Parbleu !» s'écria l'autre en lui donnant un croc-en-jambe qui le fit tomber, et en prenant la fuite. Cernine se releva aussitôt, franchit sous le grand escalier une petite porte par où Altenheim avait disparu, et, dégringolant les marches de pierre, descendit au sous-sol. Un couloir, une salle vaste et basse, presque obscure. Le baron était à genoux, soulevant le battant d'une trappe. « Idiot !» s'écria Cernine en se jetant sur lui. « Tu sais bien que nous trouverons mes hommes au bout de ce tunnel, et ils ont l'ordre de te tuer comme un chien, à moins que tu n'aies une issue qui s'amorce sur celle-là. Et voilà, pardieu, j'ai deviné, et tu t'imagines ?» La lutte était acharnée. Altenheim, véritable colosse, doué d'une musculature exceptionnelle, avait ceinturé son adversaire, lui paralysant les bras et cherchant à l'étouffer. « Évidemment, évidemment, articulait celui-ci avec peine, évidemment, c'est bien combiné. Tant que je ne pourrai pas me servir de mes mains pour te casser quelque chose, tu auras l'avantage. Mais seulement, pourras-tu » Il eut un frisson. La trappe qui s'était refermée, et sur le bâton de laquelle ils pesaient de tout leur poids, la trappe paraissait bouger sous eux. Ils sentaient les efforts que l'on faisait pour la soulever. Et le baron devait le sentir aussi, car il essayait désespérément de déplacer le terrain du combat pour que la trappe pût s'ouvrir. « C'est l'autre !» pensa Cernine avec la sorte d'épouvante irrisonnée que lui causait cet être mystérieux. « C'est l'autre. S'il passe, je suis perdu. » Par des gestes insensibles, Altenheim avait réussi à se déplacer
et il tâchait d'entraîner son adversaire. Mais celui-ci s'accrochait par les jambes aux jambes du baron, en même temps que, peu à peu, il s'ingéniait à dégager une de ses mains. Au-dessus d'eux, de grands coups, comme des coups de bélier. « J'ai 5 minutes, pensa Cernine. Dans 1 minute, il faut que ce gaillard-là... » Et tout haut. « Attention, mon petit, tiens-toi bien !» Il rapprocha ses genoux l'un de l'autre avec une énergie incroyable. Le baron hurla, l'une de ses cuisses tordues. Alors, Cernine, mettant à profit la souffrance de son adversaire, fit un effort, dégagea sa main droite et le prit à la gorge. « Parfait! Comme cela, nous sommes bien mieux à notre aise. Non, pas la peine de chercher ton couteau, sans quoi je t'étrangle comme un poulet. Tu vois, j'y mets des formes. Je ne serre pas trop. Juste assez pour que tu n'aies même pas envie de gigoter. » Tout en parlant, il sortait de sa poche une cordelette très fine et, d'une seule main, avec une habileté extrême, il lui attachait les poignets. À bout de souffle d'ailleurs, le baron n'opposait plus aucune résistance. En quelques gestes précis, Cernine le ficela solidement. « Comme tu es sage à la bonne heure, je ne te reconnais plus. Tiens, au cas où tu voudrais t'échapper, voilà un rouleau de fil de fer qui va compléter mon petit travail. Les poignets d'abord, les chevilles maintenant. Ça y est. Dieu, que tu es gentil. » Le baron s'était remis peu à peu. Il bégaya. « Si tu me livres, Geneviève mourra. »« Vraiment? Et comment? Explique-toi. Elle est enfermée. Personne ne connaît sa retraite. Moi, supprimée, elle mourra de faim, comme Steinweg. » Cernine frissonna. Il reprit. « Oui, mais tu parleras. Jamais. Si, tu parleras. Pas maintenant, c'est trop tard, mais cette nuit. » Il se pencha sur lui et, tout bas à l'oreille, il prononça. « Écoute, Altenheim, et comprends-moi bien. Tout à l'heure, tu vas être pincé. Ce soir, tu coucheras au dépôt. Cela est fatal, irrévocable. Moi-même, je ne puis plus rien y changer. Et demain, on t'emmènera à la santé. Et plus tard, tu sais où? Eh bien, je te donne encore une chance de salut. Cette nuit, tu entends, cette nuit, je pénétrerai dans ta cellule, au dépôt, et tu me diras où est Geneviève. 2 heures après, si tu n'as pas menti, tu seras libre. Sinon, c'est que tu ne tiens pas beaucoup à ta tête. » L'autre ne répondit pas. Cernine se releva et écouta. Là-haut, un grand fracas. La porte d'entrée cédait. Des pas martelèrent les dalles du vestibule et le plancher du salon. M. Weber et ses hommes cherchaient. « Adieu, baron. Réfléchis jusqu'à ce soir, la cellule est bonne conseillère. » Il poussa son prisonnier, de façon à dégager la trappe, et y souleva celle-ci. Comme il s'y attendait, il n'y avait plus personne en dessous, sur les marches de l'escalier. Il descendit, en ayant soin de laisser la trappe ouverte derrière lui, comme s'il avait eu l'intention de revenir. Il y avait 20 marches, puis, en bas, c'était le commencement du couloir que M. Lenormand et Gourel avaient parcouru en sens inverse. Il s'y engagea et poussa un cri. Il lui avait semblé deviner la présence de quelqu'un. Il alluma sa lanterne de poche. Le couloir était vide. Alors, il arma son revolver et dit à haute voix. « Tant pis pour toi, je fais feu !» Aucune réponse, aucun bruit. « C'est une illusion sans doute, pensa-t-il. Cet être-là m'obsède. Allons, si je veux réussir à gagner la porte, il faut me hâter. Le trou dans lequel j'ai mis le paquet de vêtements n'est pas loin. Je prends le paquet et le tour est joué. Et quel tour! Un des meilleurs de Lupin. » Il rencontra une porte qui était ouverte et tout de suite s'arrêta. À droite, il y avait une excavation, celle que M. Lenormand avait pratiquée pour échapper à l'eau qui montait. Il se baissa et projeta sa lumière dans l'ouverture. « Oh !» fit-il en tressaillant. « Non, ce n'est pas possible. C'est Doudeville qui aura poussé le paquet plus loin. » Mais il eut beau chercher, scruter les ténèbres, le paquet n'était plus là. Et il ne douta pas que ce fût encore l'être mystérieux qui l'eût dérobé. Dommage! La chose était si bien arrangée. L'aventure reprenait son cours naturel, et j'arrivais au bout plus sûrement. Maintenant, il s'agit de me trotter au plus vite. Doudeville est au pavillon. Ma retraite est assurée. Plus de blagues, il faut se dépêcher, et remettre la chose sur pied si possible. Et après, on s'occupera de lui. Ah, qu'il se garde mes griffes, celui-là! Mais une exclamation de stupeur lui échappa. Il arrivait à l'autre porte, et cette porte, la dernière avant le pavillon, était fermée. Il se rebat contre elle. À quoi bon? Que pouvait-il faire? Cette fois-ci, murmura-t-il, je suis bien fichu. Et pris d'une sorte de lassitude, il s'assit. Il avait l'impression de sa faiblesse, en face de l'être mystérieux. Altenheim ne comptait guère. Mais l'autre, ce personnage de ténèbres et de silence, l'autre le dominait, bouleversait toutes ses combinaisons, et l'épuisait par ses attaques sournoises et infernales. Il était vaincu. Weber le trouverait là, comme une bête acculée, au fond de sa caverne. Section 3. Ah, non, non, fit-il en se redressant d'un coup. S'il n'y avait que moi, peut-être, mais il y a Geneviève qu'il faut sauver cette nuit. Après tout,
Rien n'est perdu. Si l'autre s'est éclipsé tout à l'heure, c'est qu'il existe une seconde issue dans les parages. Allons, allons. Weber et sa bande ne me tiennent pas encore. Déjà, il explorait le tunnel et sa lanterne en main, étudiait les briques dont les parois étaient formées, quand un cri parvint jusqu'à lui. Un cri horrible, abominable, qui le fit frémir d'angoisse. Cela provenait du côté de la trappe. Et il se rappela soudain qu'il avait laissé cette trappe ouverte, alors qu'il avait l'intention de remonter dans la villa de Glycine. Il se hâta de retourner, franchit la première porte. En route, sa lanterne étant éteinte, il sentit quelque chose, quelqu'un plutôt, qui frôlait ses genoux, quelqu'un qui rampait le long du mur. Et aussitôt, il eut l'impression que cet être disparaissait, s'évanouissait, il ne savait pas où. À cet instant, il heurta une marche. C'est là l'issue, pensa-t-il, la seconde issue par où il passe. En haut, le cri retentit de nouveau, moins fort, suivi de gémissements, de râles. Il monta l'escalier en courant, surgit dans la salle basse et se précipita sur le baron. Altenheim agonisait, la gorge en sang. Ses liens étaient coupés, mais les fils de fer qui attachaient ses poignets et ses chevilles étaient intacts. Ne pouvant le délivrer, son complice l'avait égorgé. Cernine contemplait ce spectacle avec effroi. Une sueur le glaçait. Il songeait à Geneviève emprisonnée, sans secours, puisque le baron, seul, connaissait sa retraite. Distinctement, il entendit que les agents ouvraient la petite porte dérobée du vestibule. Distinctement, il les entendit qui descendaient l'escalier de service, qui n'était plus séparé d'eux que par une porte, celle de la salle basse où il se trouvait. Il la verrouilla au moment même où les agresseurs empoignaient le loquet. La trappe était ouverte à côté de lui. C'était le salut possible, puisqu'il y avait encore la seconde issue. Non, se dit-il, Geneviève d'abord. Après, si j'ai le temps, je songerai à moi. Et s'agenouillant, il posa la main sur la poitrine du baron. Le cœur palpitait encore. Il s'inclina davantage. Tu m'entends, n'est-ce pas? Les paupières battirent faiblement. Il y avait un souffle de vie dans le moribond. De ce semblant d'existence, pouvait-on tirer quelque chose? La porte, dernier rempart, fut attaquée par les agents. Cernine murmura. Je te sauverai. J'ai des remèdes infaillibles. Un mot, seulement. Geneviève. On eût dit que cette parole d'espoir suscitait de la force. Altenheim essaya d'articuler. Réponds, exigeait Cernine. Réponds et je te sauve. C'est la vie aujourd'hui, la liberté demain. Réponds. La porte tremblait sous les coups. Le baron ébaucha des syllabes inintelligibles. Penché sur lui, effaré, toute son énergie, toute sa volonté tendue, Cernine haletait d'angoisse. Les agents, sa capture inévitable, la prison, ils n'y songeaient même pas, mais Geneviève, Geneviève mourant de faim, et qu'un mot de ce misérable pouvait délivrer. Réponds, il le faut. Il ordonnait, il suppliait. Altenheim bégaya comme hypnotisé, vaincu par cette autorité indomptable. Rivoli. Rue de Rivoli, n'est-ce pas? Tu l'as enfermé dans une maison de cette rue. Quel numéro? Un vacarme, des hurlements de triomphe. La porte s'était abattue. Sautez dessus! Cria M. Weber. Qu'on l'empoigne! Qu'on les empoigne tous les deux! Et Cernine à genoux. Le numéro, réponds. Si tu l'aimes, réponds. Pourquoi te taire maintenant? 27! Souffla le baron. Des mains touchaient Cernine. 10 revolvers le menaçaient. Il fit face aux agents, qui reculèrent avec une peur instinctive. Si tu bouges, Lupin, cria M. Weber, l'arme braquée, je te brûle. Ne tire pas, dit Cernine gravement. C'est inutile, je me rends. Des blagues, c'est encore un truc de ta façon. Non, reprit Cernine, la bataille est perdue. Tu n'as pas le droit de tirer, je ne me défends pas. Il sortit 2 revolvers qu'il jeta sur le sol. Des blagues, reprit M. Weber, implacable. Droit au cœur, les enfants, au moindre geste, feu, au moindre mot, feu. 10 hommes étaient là. Il en posta 15. Il dirigea les 15 bras vers la cible. Et, rageur, tremblant de joie et de crainte, il grinçait. Au cœur, à la tête, et pas de pitié. S'il remue, s'il parle, à bout portant, feu. Les mains dans ses poches, impassible, Cernine souriait. À 2 pouces de ses tempes, la mort le guettait. Des doigts se crispaient aux gâchettes. Ah, ricana M. Weber, ça fait plaisir de voir ça. Et j'imagine que cette fois nous avons mis dans le mille, et d'une sale façon pour toi, monsieur Lupin. Il fit écarter les volets d'un vaste soupirail, par où la clarté du jour pénétra brusquement, et il se retourna vers Altenheim. Mais, à sa grande stupéfaction, le baron qu'il croyait mort ouvrit des yeux ternes, effroyables, déjà remplis de néant. Il regarda M. Weber, puis il sembla chercher, et apercevant Cernine, il eut une convulsion de colère. On eût dit qu'il se réveillait de sa torpeur, et que sa haine, soudain ranimée, lui rendait une partie de ses forces. Il s'appuya sur ses 2 poignets et tenta de parler.
Vous le reconnaissez, hein dit M. Weber. Oui. C'est Lupin, n'est-ce pas? Oui, Lupin. Cernine, toujours souriant, écoutait. Dieu, que je m'amuse, déclara-t-il. Vous avez d'autres choses à dire demanda M. Weber, qui voyait les lèvres du baron s'agiter désespérément. Oui. À propos de M. Lenormand, peut-être? Oui. Vous l'avez enfermé? Où cela? Répondez. De tout son être soulevé, de tout son regard tendu, Altenheim désigna un placard, au coin de la salle. Là, là, dit-il. Ah ah, nous brûlons, ricana Lupin. M. Weber ouvrit. Sur l'une des planches, il y avait un paquet, enveloppé de serge noir. Il le déplia et trouva un chapeau, une petite boîte, des vêtements. Il tressaillit. Il avait reconnu la redingote olive de M. Lenormand. Ah, les misérables s'écria-t-il. Ils l'ont assassiné. Non, fit Altenheim d'un signe. Alors, c'est lui, lui. Comment lui? C'est Lupin qui a tué le chef? Non. Avec une obstination farouche, Altenheim se raccrochait à l'existence, avide de parler et d'accuser. Le secret qu'il voulait dévoiler était au bout de ses lèvres. Et il ne pouvait pas, il ne savait plus le traduire en mots. Voyons, insista le sous-chef. Monsieur Lenormand est bien mort pourtant. Non. Il vit. Non. Je ne comprends pas. Voyons, ses vêtements, cette redingote. Altenheim tourna les yeux du côté de Cernine. Une idée frappa M. Weber. Ah, je comprends. Lupin avait dérobé les vêtements de M. Lenormand et il comptait s'en servir pour échapper. Oui, oui. Pas mal, s'écria le sous-chef. C'est bien un coup de sa façon. Dans cette pièce, on aurait trouvé Lupin, déguisé en M. Lenormand, enchaîné sans doute. C'était le salut pour lui. Seulement, il n'a pas eu le temps. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, oui. Au regard du mourant, M. Weber sentit qu'il y avait autre chose, et que ce n'était pas encore tout à fait cela, le secret. Qu'était-ce alors? Qu'était-ce l'étrange et indéchiffrable énigme que le mourant voulait révéler avant de mourir? Il interrogea. Et M. Lenormand, où est-il? Là. Comment là? Oui. Mais il n'y a que nous dans cette pièce. Il y a. Mais parlez donc. Il y a. Cernine. Cernine? Hein? Quoi? Cernine. Le Normand. M. Weber bondit. Une lueur subite le heurtait. Non, non, ce n'est pas possible, murmura-t-il. C'est de la folie. Il épia son prisonnier. Cernine semblait s'amuser beaucoup et assister à la scène en amateur qui se divertit et qui voudrait bien connaître le dénouement. Épuisé, Altenheim était retombé tout de son long. Allait-il mourir avant d'avoir donné le mot de l'énigme que posaient ces obscures paroles? M. Weber, secoué par une hypothèse absurde, invraisemblable, dont il ne voulait pas et qui s'acharnait après lui, M. Weber se précipita de nouveau. Expliquez-vous, qu'y a-t-il là-dessous? Quel mystère? L'autre ne semblait pas entendre, inerte, les yeux fixes. M. Weber se coucha contre lui et scanda nettement, de façon que chaque syllabe pénétra au fond même de cette âme, noyée d'ombre déjà. Écoute, j'ai bien compris, n'est-ce pas? Lupin et M. Lenormand? Il lui fallut un effort pour continuer, tellement la phrase lui paraissait monstrueuse. Pourtant, les yeux ternes du baron semblaient le contempler avec angoisse. Il acheva, palpitant d'émotion, comme s'il eût prononcé un blasphème. C'est cela, n'est-ce pas? Tu en es sûr? Tous les deux? Ça ne fait qu'un? Les yeux ne bougeaient pas. Un filet de sang suintait au coin de la bouche. 2 ou 3 hoquets, une convulsion suprême, ce fut tout. Dans la salle basse, encombrée de monde, il y eut un long silence. Presque tous les agents qui gardaient Cernine s'étaient détournés et, stupéfaits, sans comprendre, ou se refusant à comprendre, ils écoutaient encore l'incroyable accusation que le bandit n'avait pu formuler. M. Weber prit la boîte trouvée dans le paquet de serge noir et l'ouvrit. Elle contenait une perruque grise, des lunettes à branches d'argent, un foulard marron et, dans un double fond, des pots de maquillage et un casier avec de menues boucles de poils gris. Bref, de quoi se faire la tête exacte de M. Lenormand. Il s'approcha de Cernine, et l'ayant contemplé quelques instants sans mot dire, pensif, reconstituant toutes les phases de l'aventure, il murmura. Alors, c'est vrai? Cernine, qui ne s'était pas départi de son calme souriant, répliqua. L'hypothèse ne manque ni d'élégance, ni de hardiesse. Mais avant tout, dis à tes hommes de me ficher la paix avec leur joujou. Soit, accepta M. Weber en faisant un signe à ses hommes. Et maintenant, réponds. À quoi? Es-tu M. Normand? Oui. Des exclamations s'élevèrent. Jean Doudeville, qui était là, pendant que son frère surveillait l'issue secrète, Jean Doudeville, le complice même de Cernine, le regardait avec ahurissement. M. Weber, suffoqué, restait indécis. Ça t'épate, hein?
dit Cernine. J'avoue que c'est assez rigolo. Dieu que tu m'as fait rire quelquefois quand on travaillait ensemble, toi et moi, le chef et le sous-chef. Et le plus drôle, c'est que tu le croyais mort, ce brave monsieur Lenormand, ainsi que ce pauvre Gourel. Mais non, mon vieux, petit bonhomme vivait encore. Il montra le cadavre d'Altenheim. Tiens, c'est ce bandit-là qui m'a fichu à l'eau, dans un sac, un pavé autour de la taille. Seulement, il avait oublié de m'enlever mon couteau. Et avec un couteau, on crève les sacs et on coupe les cordes. Voilà ce que c'est, malheureux Altenheim. Si tu avais pensé à cela, tu n'en saurais pas où tu en es. Mais assez causé, paix à tes cendres. Monsieur Weber écoutait, ne sachant que penser. À la fin, il eut un geste de désespoir, comme s'il renonçait à se faire une opinion raisonnable. Les menottes, dit-il soudain alarmé. C'est tout ce que tu trouves, dit Cernine. Tu manques d'imagination, enfin, si ça t'amuse, dit Cernine. Et avisant Doudeville au premier rang de ses agresseurs, il lui tendit les mains. Tiens, l'ami, à toi l'honneur, et pas la peine de t'éreinter, je joue franc jeu, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il disait cela d'un ton qui fit comprendre à Doudeville que la lutte était finie pour l'instant, et qu'il n'y avait qu'à se soumettre. Doudeville lui passa les menottes, sans remuer les lèvres, sans une contraction de visage, Cernine chuchota. 27, rue de Rivoli, Geneviève. Monsieur Weber ne put réprimer un mouvement de satisfaction à la vue d'un tel spectacle. En route, dit-il, à la sûreté. C'est cela, à la sûreté, s'écria Cernine. Monsieur Lenormand va écrouer Arsène Lupin, lequel va écrouer le prince Cernine. Tu as trop d'esprit, Lupin. C'est vrai, Weber, nous ne pouvons pas nous entendre. Durant le trajet, dans l'automobile que 3 autres automobiles chargées d'agents escortaient, il ne souffla pas mot. On ne fit que passer à la sûreté. Monsieur Weber, se rappelant les évasions organisées par Lupin, le fit monter aussitôt à l'anthropométrie, puis l'amena au dépôt, d'où il fut dirigé sur la prison de la Santé. Prévenu par téléphone, le directeur attendait. Les formalités de l'écrou et le passage dans la chambre de la fouille furent rapides. À 7 heures du soir, le prince Paul Cernine franchissait le seuil de la cellule 14, deuxième division. Pas mal, votre appartement, pas mal du tout, déclara-t-il. La lumière électrique, le chauffage central, les water closets, bref, tout le confort moderne. C'est parfait, nous sommes d'accord. Monsieur le directeur, j'arrête cet appartement. Il se jeta sur le lit. Ah, monsieur le directeur, j'ai une petite prière à vous adresser. Laquelle? Qu'on ne m'apporte pas mon chocolat demain matin avant 10 heures. Je tombe de sommeil. Il se retourna vers le mur. 5 minutes après, il dormait profondément. Fin du chapitre 9.